réchauffement climatique, climate change, cambiamenti climatici, 因为应对气候变化。 cambio climatico. There is no planet B. Si l'être humain détruit la planète, ce serait à cause de son cerveau. C'est en tout cas ce qu'on apprend à la lecture de livres à succès comme Sapiens de Yuval Noah Harari ou encore Le bug humain de Sébastien Boller. Selon ces auteurs, Homo sapiens, notre espèce, aurait systématiquement détruit son environnement sur son passage. Notre cerveau ne connaissant pas la satiété, il nous pousserait à surconsommer et à vouloir plus que le voisin. Et tout cela serait le fruit de millions d'années d'évolution qui nous ont conduits à être compétitifs et pas collaboratifs. Et ce discours a eu un certain succès chez les effondristes ou les gens résignés de manière générale, mais aussi chez celles et ceux qui ne veulent pas remettre en cause leur mode de vie. Et oui, ces hypothèses sont des excuses toutes trouvées pour ne rien changer. Je pollue énormément, mais je n'y peux rien, c'est mon cerveau, vous comprenez ? Sauf que tout le monde n'est pas de cet avis. Des chercheurs en sciences cognitives ont dénoncé la fiabilité scientifique de ces hypothèses. Jean-Michel Huppé, mon invité pour cet épisode, est l'un d'entre eux. Il a été chercheur en neurosciences pendant 20 ans. Et pour dénoncer ces discours, il a récemment écrit un chapitre dans un ouvrage collectif de l'Atécopole appelé Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public. Vous écoutez Échange climatique, épisode 29. Notre cerveau nous pousse-t-il à détruire la planète ? Bonjour Jean-Michel Huppé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je suis chercheur au CNRS. J'ai fait ma carrière en neurosciences, sciences cognitives, dans près d'une vingtaine d'années. Et il y a à peu près 4-5 ans, j'ai arrêté de faire progressivement, je me suis détaché des neurosciences pour me consacrer à tous les problèmes de ravage écologique, en fait. Et ce qui m'a amené à faire une reconversion dans l'écologie politique. Je suis désormais dans un laboratoire même d'histoire à Toulouse. Et la plupart de mes activités, en fait, se font au sein de l'atelier d'écologie politique. Qu'est-ce que vous a apporté votre expertise en neurosciences dans l'écologie politique ou dans l'écologie de manière générale ? Très peu de choses, en fait. Très peu de choses, car les connaissances que nous avons sur le fonctionnement du cerveau, que ce soit en venant des neurosciences, biologie, partie biologie, ou des sciences cognitives en général, plus la psychologie cognitive, c'est très intéressant, mais ça ne nous permet pas vraiment de nous orienter dans la société ou dans les crises écologiques actuelles. C'est-à-dire que le niveau de nos connaissances est encore très, très, très limité. Dans des conférences publiques, je dis souvent avec un peu d'ironie, le cerveau, c'est compliqué. Ça reste très compliqué. Il y a 10 milliards de neurones, il y a des milliards de connexions, et tout ça, en fait, on n'arrive pas vraiment à comprendre. On n'a pas de théorie sérieuse du comportement humain qui serait basée sur les processus neuronaux. Ce qu'on fait en neurosciences ou en psychologie cognitive, c'est essayer de trouver des corrélations, des corrélats, essayer de comprendre, quand on étudie un comportement particulier, d'essayer de comprendre comment ça se passe dans le cerveau, ce qui est tout à fait légitime et très intéressant. Et là, la curiosité de nous comprendre nous-mêmes en comprenant notre cerveau, c'est absolument passionnant, mais cela ne nous permet pas, par exemple, en observant un cerveau, fonctionnement, ce qu'on peut observer, d'en déduire quoi que ce soit pour guider nos comportements, en fait. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément que ça m'a quand même apporté en écologie politique, c'est plus d'être en fait critique par rapport à certains discours qui invoquent les sciences cognitives et les neurosciences, en disant, c'est parce que c'est dans notre cerveau qu'on détruit la planète, etc. Et en fait, d'avoir les compétences pour se rendre compte que ces discours ne sont pas basés sur des connaissances scientifiques. Justement, c'est très intéressant. Déjà, le fait de ne pas savoir, en fait, ça dit déjà beaucoup de choses. C'est un peu ironique, mais en tout cas, c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est une transition toute trouvée parce que si j'ai voulu faire cette interview aujourd'hui, c'est pour un chapitre dans l'ouvrage collectif de l'Atécopole qui s'appelle Greenwashing, un manuel pour dépolluer le débat public.
Donc, dans votre ouvrage, vous revenez sur un certain nombre d'hypothèses qui ont fait leur chemin ces dernières années. Donc, la première hypothèse, c'est que l'être humain détruirait inéluctablement son environnement. Vous venez de le rappeler. Et d'ailleurs, pour preuve, ça serait toujours passé ainsi. En tout cas, c'est ce qu'un auteur comme Yuval Noah Harari avance dans son livre Sapiens, où il donne pour exemple, l'homme qui, par ses migrations, arrive dans de nouveaux écosystèmes finalement et les bouscule, les bouleverse. Par exemple, j'ai une mémoire dans son livre Sapiens d'avoir lu l'Australie, effondrement de 60% des grands mammifères. Et à la fin, il finit son livre par deux issues possibles. L'autodestruction de son espèce, l'espèce humaine, après celle des autres espèces, évidemment. Voilà, soit ça, soit devenir des êtres humains augmentés, des cyborgs de Google et d'IBM. Est-ce que j'ai bien résumé son message? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, c'est ce que j'ai lu aussi, c'est ce que j'ai compris dans la lecture de Harari dans Sapiens. Je ne suis pas spécialiste de Harari, je n'ai pas tout lu, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment dans la première partie de Sapiens où il a un discours très très clair là-dessus. Et en fait, ça, ça relève de la première erreur qu'on qu'on décrit de la première confusion qu'on décrit dans le petit chapitre sur ce qu'on appelait nature humaine dans l'ouvrage Greenwashing. C'est d'une confusion entre l'anthropocénisation et l'anthropisation. Alors, l'anthropocène, en fait, on va juste le prendre comme définition un peu générale, force géologique majeure et le constat que tout le monde fait d'une destruction généralisée des écosystèmes qui met en péril la survie de l'humanité. Effectivement, et voilà, il y a un point d'accord avec ce que pourra dire Harari, qu'il y a un risque de suicide de l'humanité, en gros. En revanche, la confusion, c'est de dire qu'il y ait eu une influence sur les écosystèmes. Ça ne veut pas dire forcément destruction. Et c'est là qu'il y a vraiment cette confusion. Alors, l'exemple, par exemple, de l'extinction de la mégafaune en Australie, il est tout à fait documenté. Voilà, ça c'est pas ça qui pose problème. Mais cette extinction de la mégafaune, on peut dire, c'est un exemple un peu typique de principe d'écologie. Quand il y a une nouvelle espèce qui apparaît ou qui s'étend, elle va avoir une influence et ça reconfigure les équilibres avec les autres espèces, avec éventuellement disparition d'espèces. On le voit tout le temps avec une espèce invasive. Mais C'est pas du fait de l'homme. Voilà. Voilà, c'est pas une spécificité de l'homme, ça existe, et ça ne veut pas dire que ça met en péril la survie de l'humanité. La preuve, c'est qu'en Australie, l'humanité a très bien vécu par la suite. Donc, elle n'a pas, c'est pas une destruction généralisée des conditions de survie de l'humanité. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est très différent. Conceptuellement, on voit même pas comment on devrait pouvoir faire le lien entre la disparition de la mégafaune en Australie et ce qui nous arrive actuellement. C'est très très faible comme lien. C'est juste de dire qu'il y a une influence. Et en fait, en anthropologie, ce sont les travaux, notamment de Philippe Descola, qui expliquent très bien ça, en faisant vraiment cette distinction entre l'anthropisation, puisque effectivement, anthropisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une marque de l'espèce humaine sur l'ensemble des écosystèmes, et ça de façon très, très ancienne. Donc ça existe, mais cette anthropisation, elle n'est pas forcément destruction. Et ça, c'est très, très bien documenté. Et vous donnez aussi des contre-exemples où même la biodiversité s'est retrouvée encore plus développée qu'avant l'impact des humains? Oui, voilà, ça c'est un message un peu général, hein. C'est contre les discours simplificateurs de voir qu'il y a une diversité de sociétés et d'interactions entre l'humain et les non-humains. Et c'est vrai que l'exemple le plus marquant, sans doute, hein, c'est dans la forêt amazonienne, puisque et surtout que ça a été pris comme
comme exemple de critique des écologistes quand il a été démontré que la forêt vierge, en fait, n'était pas une forêt vierge qui serait une nature qui existe, un mythe d'une nature indépendante de toute influence humaine, etc. Mais qu'en fait, cette forêt amazonienne a été en partie façonnée, en tout cas, s'est construite en interaction avec une présence humaine extrêmement ancienne. Donc là, la forêt amazonienne était anthropisée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a été détruite. Et les travaux assez récents en archéologie, justement, ont pu montrer, parce que c'est ça qui est toujours très difficile, c'est que en fait, on a très peu de connaissances sur la façon dont vivaient les sociétés il y a des milliers d'années. Donc, on a très peu de traces. Et là, dans la forêt amazonienne, il y a des traces archéologiques qui ont pris la forme de ce qu'on appelle c'est la terra preta en portugais au Brésil, qui est une terre extrêmement riche, qui sert encore actuellement beaucoup comme fertilisant, en fait, et qui a été créée par les pratiques horticoles de sociétés anciennes pendant des milliers d'années. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont que des sociétés ont cultivé un certain nombre de plantes, d'interaction avec des écosystèmes, ce qui fait que la terre est devenue de plus en plus riche et jusqu'à faire un vrai terreau extrêmement riche et qui existe encore. Donc là, on a une trace archéologique d'un enrichissement, et enrichissement dans le sens, on pourrait dire anthropocentré, c'est-à-dire ça permet d'avoir des ressources pour cultiver, pour plus de rentabilité, etc. Mais c'est enrichissement aussi dans le sens de davantage de biodiversité due à l'action humaine dans ces terrains. Donc là, c'est un bel exemple, un beau contre-exemple où l'apport humain n'est pas destruction d'espèces, mais enrichissement de nouvelles espèces de façon durable, constructive sur des milliers d'années. Et aussi, à rebours d'une idée que c'est quelques humains dans une forêt, donc il n'y a pas un impact majeur, parce que ce serait uniquement quand il y a peu d'humains qu'il n'y a pas un impact majeur. Il y a eu des découvertes assez récentes de traces de très grandes villes au cœur des forêts tropicales. Donc il y a eu des populations importantes, voire des villes dans ces régions, et pourtant, ce ne sont pas devenus des déserts. Je dois rappeler que ce chapitre, on l'a écrit à deux avec Vanessa Léa, qui, elle, est archéologue. Donc voilà, moi je ne fais qu'ici passeur de connaissances pluridisciplinaires, ce qu'on fait beaucoup à l'atelier d'écologie politique. On essaye d'aller chercher des connaissances multiples. Et ça, c'est en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a une littérature extrêmement riche en anthropologie, en archéologie, qui montre la multiplicité des modes de relation entre les humains et leur environnement, qui ne se résument pas à un rapport destructif. Est-ce que l'auteur de Sapiens ne fait pas un petit peu du cherry picking et en fait, il va choisir les cas de figure qui confirment son hypothèse? Et si je peux prendre un autre exemple, par exemple, Jared Damion, il a fait un livre qui s'appelle L'effondrement, où il a mis en lumière l'effondrement de l'île de Pâques. Et il y a une île un peu similaire à l'île de Pâques, ce sont les Marquises, où il n'y a pas forcément eu d'effondrement, alors que c'était les mêmes, c'était les mêmes cerveaux, j'allais dire. Enfin, je veux dire, c'était les mêmes personnes à quelques centaines d'années près, quoi. Alors, oui, c'est l'impression que ça donne à la lecture de Harari, que c'est du cherry picking. Et là, j'avais trouvé une citation, je prends une citation qui est que j'ai retrouvée sur un site qui s'appelle Anthropogonique, et d'un chercheur qui s'appelle Fabien Abraini, qui a un blog où il a des articles très très intéressants, et notamment qui a fait une lecture critique de Harari. Et il écrit: Harari n'est pas spécialiste du paléolithique, et il semble en avoir une vision un peu naïve, probablement de seconde main. Le fait qu'il ne cite aucune source est très problématique pour s'en assurer, et d'autant plus problématique qu'il entend, au contraire, apporter des révélations et en tirer des leçons pour la compréhension de la nature humaine. Donc ça résume très bien, je pense, le statut
de l'ouvrage Sapiens, il ne s'agit pas d'un ouvrage académique qui mériterait même d'être discuté de façon académique. Il s'agit d'un ouvrage grand public, d'un grand récit, d'une lecture qui peut être très intéressante, distrayante, puisque c'est très riche, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses, donc ça se lit très très bien. Je demande plein de trucs vrais aussi, d'ailleurs. Et des choses vraies, enfin exactes, c'est sourcé, mais voilà, c'est pas à prendre comme un ouvrage sérieux, surtout qu'on ne peut pas savoir dans les sources, dans ce qu'il cite, ça c'est très problématique quand on n'est pas spécialiste, c'est dans ce qu'il rapporte, on ne sait pas ce qui correspond à des observations assez consensuelles dans le domaine, ou ce qui est effectivement quelque chose qui peut être un peu marginal ou très contesté, ou déjà ancien et complètement contesté. Quand on connaît un petit peu la littérature, j'ai un peu de culture en anthropologie, je peux remarquer que parfois il y a des choses que je vais trouver choquantes, mais j'imagine pour un spécialiste, c'est bien pire. Et ça, c'est un problème pour un ouvrage grand public qui est malhonnête dans le sens où s'il est lu comme un ouvrage de référence. Et pour ce qui concerne effectivement l'approche de Diamond par rapport notamment à l'île de Pâques, Diamond, c'est aussi quelqu'un qui fait des grands récits, qui est aussi très contesté dans ses simplifications, qui peut avoir des choses aussi très intéressantes et très stimulantes intellectuellement, mais qui n'est pas non plus, je pense, un spécialiste de anthropologie à la base. Hein. Et sur l'île de Pâques, je me souviens avoir vu sur le discours de l'effondrement de l'île de Pâques. Alors, je ne sais pas si dans Collapse, il en parle un peu plus nuancé, mais il me semble qu'il défend un récit d'une société qui utilise toutes ses ressources, et notamment qui, pour sa compétition, parce qu'elle veut il y a toutes les statues de l'île de Pâques qui demandent énormément de ressources, etc. Donc, par souci de grandeur ou de religieuse, etc., va utiliser tout le bois et après aller à son propre effondrement. Et je me souviens avoir vu qu'il y a des réactions à Diamond dans le milieu scientifique qui pointent que, en fait, ce discours est très contestable. Alors évidemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi, mais il y a d'autres hypothèses qui ne correspondent pas à ce discours et qui montrent notamment comment, en fait, il y a des rats qui sont arrivés, des rongeurs qui sont arrivés sur l'île en même temps que, donc c'est des populations polynésiennes qui sont arrivées par canot sur l'île de Pâques, qui ont amené des rats. Et ces rats, si je me souviens bien, avaient pas vraiment de quoi se nourrir. Donc dès qu'il y avait des arbres qui repoussaient, des petites pousses, les mangeaient. Donc ce serait une autre possibilité. Il y a des traces, hein, justement, archéologiques qui montreraient ça. C'est dû à la prolifération d'une espèce invasive qui est venue avec l'humain, donc c'est indirectement dû à l'approche humaine, mais sans aucune intentionnalité, qui a empêché la repousse des arbres et donc le maintien des écosystèmes. Et on peut peut-être que la disparition de la mégafaune en Australie, alors je ne suis pas assez spécialiste pour savoir s'il y a des données directement, mais on peut imaginer que ce ne soit pas non plus dû juste à un humain extrêmement destructeur, extrêmement violent, comme un humain du 19e siècle, typiquement chasseur qui s'amuse à, comme il y a des exemples hein, notamment dans les colonies, hein, je pense aux chasses de Léopold, du roi Léopold de Belgique au Congo, hein, de juste s'amuser à détruire par plaisir des animaux et à faire des massacres sans aucune utilité. Et c'est pas forcément ça qui s'est passé en Australie. Peut-être que c'est des parasites amenés avec l'humain qui ont amené à la vulnérabilité, à la disparition d'une certaine mégafaune. Donc ça, c'est au niveau de l'intentionnalité, au niveau du discours, ça n'a absolument rien à voir. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ouvrage d'Harari, mais ça se confirme aussi, je pense, avec l'ouvrage de Diamond, c'est que on a tendance, en tant que lecteur non initié, à les prendre comme des vérités vraies,
un petit peu à l'image des documentaires qu'on voit à la télé. Il y a toujours ce ton un petit peu sérieux, en fait, qui nous emmène et en fait, qui fait un peu fermer notre esprit, critique. Rien ne dit que c'est rigoureux, scientifiquement. Il y a un autre mythe donc, enfin pas un mythe, pardon, une autre hypothèse sur lequel vous vous, arrêtez dans ce chapitre du livre, c'est qu'on a parlé donc l'humain détruirait et la cause de cette, destruction de l'environnement serait due à un comportement inné qui nous pousse notamment à hyper consommer, aussi à en vouloir, toujours plus, ne jamais avoir, le sentiment de satiété. Ce serait dû à des millions d'années d'évolution qui nous auraient conduits à être, compétitifs et pas, collaboratifs. Ce comportement serait dû à notre striatum, qui est responsable à lui seul de notre prise de décision. J'ai bien entendu parler de l'hypothèse de Bowler, soutenue dans son livre Le bug humain. Est-ce que j'ai bien résumé la conception de son travail? C'est ce que, oui, oui, c'est ce que j'ai compris aussi, ce que j'ai lu de Sébastien Boller et qu'on retrouve effectivement dans d'autres ouvrages de façon assez, de plus en plus fréquente et qui semble rencontrer un grand succès. Et alors effectivement, quel est le problème avec ce type de discours? Bah, le problème, encore une fois, peut-être encore plus, c'est qu'il n'est pas scientifiquement fondé. J'ai mentionné en introduction que les neurosciences étaient extrêmement limitées dans les connaissances pour déduire quoi que ce soit du fonctionnement du cerveau. Et effectivement, euh, il n'y a rien dans le fonctionnement du cerveau, dans ce qu'on comprend du cerveau, qui nous permette d'affirmer ce qu'affirme Sébastien Boller et d'autres, que le fonctionnement de notre cerveau détermine certains types de comportements. Effectivement, Sébastien Boller dit par exemple le culte de la croissance vient du striatum. Ce sont des concepts qui ne sont pas du tout du même registre. On ne peut pas passer d'une localisation, même d'un comportement individuel et encore plus d'un comportement social, à juste une structure biologique. C'est juste pas du tout le même niveau d'explication, le même niveau de mécanisme, et on n'a pas les moyens de faire ce passage. C'est-à-dire, si on peut, les expériences auxquelles se réfère, parce qu'il cite des articles, Sébastien Boller, des articles de neurosciences, même si c'est pas un chercheur, c'est un journaliste. Et voilà, il fait aussi un travail d'essayiste, un travail de recherche. Il a une thèse en neurosciences, donc il est capable de lire des articles, de neurosciences. Ce que font les articles de neurosciences qui cherchent à comprendre le rôle du striatum, ils mettent des individus dans des situations déterminées, soit, par exemple, soit en psychologie expérimentale dans certaines tâches. Donc, pour mettre le striatum, ça va plutôt être des expériences d'imagerie médicale, d'IRM, où on met des personnes dans un scanner, puis on essaye de voir des activités, des modulations d'activité dans le cerveau. Ces tâches sont toujours très réductrices. Ce sont des tâches où on demande aux personnes de faire des paris, on leur montre des images, des trucs très très simples, et on regarde s'il y a des corrélations d'activité dans certaines régions du cerveau. Ça pose deux problèmes. C'est que déjà, les tâches qui ne peuvent être qu'extrêmement simplifiées ne représentent pas le fonctionnement d'un comportement humain dans une société extrêmement complexe. Ça pose le problème que ce qu'on étudie, c'est pas un universel humain, mais on est en train d'étudier typiquement une population étudiante qui veut bien passer des tests, ou une population donc, de personnes qui de toute façon sont de culture déterminée. Et la troisième chose, c'est que ces corrélations, c'est pas causalité. Et ces corrélations, en plus, demandent un traitement statistique extrêmement complexe et périlleux, avec beaucoup de limites sur l'interprétation de ce que veut dire les signaux qu'on peut mesurer en IRM. Bon, là, je fais assez court, mais c'est juste que pour dire que la construction scientifique de ce qu'on observe est très complexe et qu'on ne peut vraiment pas la résumer à dire, voilà, telle région fait à telle fonction. Ce qui est... alors, c'est assez troublant à la lecture quand on est dans
neurosciences, qu'on connaît très bien la littérature des neurosciences, au moins de son domaine de neurosciences, quand on lit Boller ou d'autres auteurs qui invoquent les neurosciences. Ma première impression en lisant ce type de discours qui invoque les neurosciences, c'est un sentiment d'étrangeté. C'est-à-dire, je me dis, c'est étonnant, voilà un discours très général qui porte des affirmations, qui dit se porter sur les neurosciences, mais zut, je ne suis pas au courant des travaux de neurosciences de mes collègues qui parlent de ça. Alors, ça peut être une première chose, qu'on est tous hyper spécialisés dans un domaine. On peut se dire, c'est parce que c'est pas mon domaine spécifique et des collègues doivent travailler là-dessus. Il doit y avoir d'autres travaux que je ne connais pas qui montrent ça. Ce qui explique, je pense, le fait qu'on soit hyper spécialisé, que ça laisse un certain champ libre à des non-spécialistes pour s'emparer de ces discours. En fait, quand on va regarder quelles sont les sources qui sont citées, Boller, on s'aperçoit que ces sources, elles sont en fait très lacunaires. C'est-à-dire que soit on a des articles très spécialisés qui disent des choses qui sont pas forcément inintéressantes, mais qui n'ont absolument pas le degré de généralisation invoqué par des Bollers ou des Brunner, ou bien que les résultats eux-mêmes, en fait, ils sont anciens, ou ils ont été contestés par d'autres auteurs, voire on peut voir dans l'article qu'ils sont faux, en tout cas qu'il y a des fortes limitations statistiques, etc., conclusions par les auteurs eux-mêmes des articles. Il faut bien rappeler aussi que le champ des neurosciences n'est pas un champ constitué, solide, c'est pas la physique classique. On rappelle souvent que les estimations donnent qu'il y aura environ 80% des résultats publiés dans des revues avec comité de lecture en neurosciences et en psychologie en général, des résultats qui ne sont pas reproductibles. Ça donne aussi une petite idée de la confiance que l'on peut donner. Sachant, et c'est là que c'est compliqué, c'est alors, on va vous demander, mais alors qu'est-ce que disent les neurosciences? Comment ça se passe si ça ne se passe pas comme ça? Et la réponse, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas un discours général qui soit au même niveau de langage. On ne peut même pas dire en fait que le discours de Boller soit faux, parce qu'il faudrait prouver qu'il soit faux, mais en fait, il n'est même pas testable. Il est en dehors du champ scientifique des neurosciences. Mais est-ce que quand même, on peut revenir sur quand même les trois grandes idées de Boller? Le striatum est responsable à lui-même de la prise de décision. Ça c'est faux. Oui, comme le striatum est impliqué, il y a des corrélations. Donc, quand on met des personnes en situation de prise de décision, il n'y a pas de doute que les circuits neuronaux qui impliquent le striatum sont impliqués, mais pas tout seul, en interaction avec d'autres structures. Et donc, de dire le striatum fait ça, non. Et là, on revient à une vision du fonctionnement neurologique qui date du 19e siècle. C'est la bosse des maths, le fait d'assigner ce qu'on appelle le localisationnisme, c'est-à-dire d'assigner une fonction à chaque région du cerveau, qui est une façon extrêmement séduisante, qui donne l'impression de comprendre, mais qui est extrêmement réductrice et qui en fait n'explique rien. Et l'ensemble du cerveau est interconnecté. Là où il y a une confusion, c'est entre spécialisation et fonctionnalisme. C'est-à-dire, bien sûr, que le cerveau n'est pas homogène, que des régions sont spécialisées. Par exemple, mon domaine de neurosciences, c'est la perception visuelle. Les réseaux neuronaux qui traitent l'information visuelle, donc qui vient des yeux, ça se passe à l'arrière du cerveau. Donc, toute une région postérieure, qui est peut-être un quart et un tiers du cerveau, une région très importante, principalement à l'arrière du cerveau qui revient, a des circuits dédiés dans le traitement de l'information visuelle, avec plein de régions dedans qui sont plus ou moins spécialisées, par exemple dans l'information de traitement des couleurs, c'est pas complètement homogène dans l'ensemble du cortex visuel. La reconnaissance des visages, il y a l'air d'avoir des réseaux qui sont spécialisés. Mais même pour des choses aussi spécifiques, là on ne parle pas des grandes fonctions de comportement, c'est juste l'analyse visuelle de certains attributs, donc des choses assez techniques. Même pour ça, il y a des dizaines d'années de débats sur la compréhension de ces spécialisations. C'est-à-dire qu'il y a encore des tendances à certains auteurs à défendre l'ère de la couleur,
l'ère de la reconnaissance des visages. Mais en fait, maintenant, de plus en plus, il y a une compréhension que ce sont toujours des réseaux en interaction. Et c'est juste qu'il y a des nœuds dans ces réseaux qui sont vraiment plus importants. C'est-à-dire que si on les supprime, ça ne marche plus. D'accord? Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a l'information, des nœuds critiques dans le traitement de l'information. Mais ça ne veut pas dire que le nœud critique, il suffit à lui seul qu'il encapsule l'ensemble de la fonction. C'est-à-dire que si on l'isole, une région qui est impliquée dans la reconnaissance des visages, par exemple dans la reconnaissance des mots, ça ne va pas suffire à reconnaître des mots. C'est toujours en interaction avec l'ensemble des circuits. Et ça, c'est conceptuellement et théoriquement, on n'a pas de vraie théorie solide, hein, comme il peut y avoir des théories en physique ou d'autres, qui permettent de vraiment comprendre comment cette spécialisation et interaction fonctionne. C'est un sujet de débat. Je dis souvent, c'est pas là, il faudrait comprendre le code neuronal, hein, c'est-à-dire comment nos pensées sont codées dans les circuits neuronaux. Et on n'a pas de théorie. Il y a des hypothèses qui existent, hein, mais de théories solides. On ne connaît pas le code neuronal. On ne sait pas comment nos pensées sont implémentées dans les circuits neuronaux. Pourtant, c'est un peu, c'est très important, je pense, pour les gens de comprendre, en fait, de donner du sens au monde qui les entoure et du coup, ça donne par donner du sens à l'action de notre cerveau, arriver à le comprendre, de pourquoi j'agis comme ça et cetera. C'est très important pour beaucoup de monde de savoir ça. D'ailleurs, on voit que ce vide laissé par, la science, laisse beaucoup d'espace qui est pris un petit peu par des gourous. Je pense à Idriss Aberkan notamment. Et est-ce que vous pensez que le grand public est avide en fait, et a l'appétence pour ce genre de théorie, simpliste, quoi? Oui, certainement. Certainement. Et ça, c'est effectivement problématique, puisque j'aurais tendance à dire que les meilleurs scientifiques, les plus rigoureux, sont ceux qui connaissent extrêmement bien les limites de leurs travaux et de leurs connaissances, qui documentent l'étendue de leur incompétence ou de leur manque de connaissances, qui fait partie de notre savoir. C'est la base, hein, de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et donc vont être très réticents à s'adresser au public et à faire des sorties médiatiques parce qu'ils savent que très souvent, ils n'auront pas le temps ou que c'est trop complexe ou qu'ils ne savent pas et que ça ne peut pas faire un discours possible. Et effectivement, ça laisse le champ, évidemment, à des gens comme Aberkan, des personnes qui n'ont absolument pas, de ce que j'ai pu en voir, aucune rigueur ou morale scientifique qui font des généralisations, etc., qui peuvent envahir l'espace médiatique en prétendant avoir des réponses toutes faites et toutes simples, un discours très constitué. Je pense qu'il y a une double responsabilité de notre communauté, mon ancienne communauté des neurosciences. Effectivement, soit laisser le champ libre par modestie et par rigueur en disant non, je ne peux pas aller sur ce domaine parce que je ne connais que trop peu de choses pour pouvoir généraliser, d'un côté, et de l'autre, d'autres personnes qui vont accepter d'aller dans le champ médiatique. Donc, c'est mieux que ce soit des experts qui disent un discours, mais qui vont peut-être manquer de recul ou de modestie par rapport au discours qu'ils vont avoir et qui vont déformer eux-mêmes le discours des neurosciences. Le discours des neurosciences, dans les médias, nombre de fois où on entend, oui, les neurosciences, l'imagerie, mais surtout l'imagerie fonctionnelle. On a encore découvert comment le cerveau fonctionne, on peut lire dans les pensées, etc. Nouvelle révolution, un discours triomphaliste qui est aussi poussé aussi parce que les chercheurs, ils ont besoin de prouver qu'ils font des découvertes merveilleuses pour avoir des financements et qui ne reflètent absolument pas l'état du domaine. Expliquer les comportements des individus en se basant sur le mécanisme de l'évolution, c'est ce qu'on appelle, donc corrigez si je me trompe, la psychologie évolutionniste. Voilà, Harari, je crois que c'est Fabien Braini qui rappelle ça dans les idées majeures de Harari sur son site Anthropogony, qui dit « Notre corps et notre esprit sont encore ceux des chasseurs-cueilleurs qui vivaient en tribu. C'est pourquoi nous sommes inadaptés à notre existence moderne. » Donc ça, on retrouve cette idée de façon très forte. Et on la retrouve encore, donc par exemple chez Sébastien Boller, chez Harari, on le retrouve aussi dans un autre ouvrage plus récent qui, lui,
Alors, c'est plus problématique parce que là, c'est fait par un collègue en sciences cognitives qui s'appelle Thierry Ripoll, qui a publié très récemment un ouvrage qui s'appelle « Pourquoi détruit-on la planète ? Le cerveau d'Homo sapiens est-il capable de préserver la Terre ?» Et on retrouve aussi dans cet ouvrage cette même idée que l'humain aurait, pendant des millions d'années, euh, vécu comme chasseur-cueilleur dans voilà, la steppe, la savane africaine, et que forcément, comme là, c'est le principe de la biologie, on s'adapte à notre environnement, notre cerveau serait adapté à cet environnement, et que l'évolution de nos sociétés depuis 10 000 ans, depuis la révolution néolithique, et surtout depuis quelques centaines d'années, depuis quelques dizaines d'années, changement radical de comportement, puisque nous avons accès à tout très facilement, notre cerveau ne serait pas adapté à cette quantité de produits sur lesquels on peut avoir. Donc ça, cette idée d'inadaptation, il y a deux problèmes dedans. La première, c'est que il y a les deux pôles qui sont de la psychologie évolutionniste qui sont problématiques. C'est l'idée que qu'on peut faire le lien entre comportement et gène, un lien simple. C'est-à-dire, dans la psychologie évolutionniste, l'idée, c'est que nos comportements, d'une façon ou d'une autre, ils sont influencés par nos gènes. Les gènes sont soumis à l'évolution. Donc, les gènes peuvent évoluer, ça va influencer nos comportements. D'accord ? Donc ça, c'est problématique, puisqu'on ne peut pas faire de lien direct actuellement entre des comportements complexes, ceux de la vie de tous les jours, par exemple un comportement de consommation, un comportement de compétition, un comportement d'agressivité, tous ces comportements sociaux, on ne peut absolument pas les réduire à un gène. Donc ça, c'est très connu dans le domaine en biologie, que bien sûr il y a des gènes, mais on peut pas on peut pas séparer directement l'influence des gènes et l'influence de l'apprentissage. Les deux, en fait, sont mélangés à tous les niveaux et de façon complexe, donc on peut pas les dissocier. On peut pas dire c'est tel pourcent l'inné et tel pourcent l'apprentissage. Non, on peut pas, puisque voilà, et bien sûr que personne ne va, je pense actuellement, pourra dire qu'on est une table rase et que c'est uniquement par l'éducation, etc., que nos comportements sont tels qu'ils sont. Bien sûr qu'il y a des personnalités différentes, bien sûr que nos gènes conditionnent l'étendue de ce qu'on peut faire, de nos possibles, etc., etc. Personne ne va contester l'influence génétique. Par contre, on ne sait pas tracer les influences respectives, et tout ça, c'est extrêmement complexe. Donc, par rapport au modèle de l'évolution darwinienne, si on veut, on ne peut pas appliquer les modèles biologiques directement à nos comportements. C'est extrêmement compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer, c'est légitime, parce que pourquoi pas. Mais donc ça avait été toute l'ambition notamment de la sociobiologie, qui a été portée par Wilson. Wilson, qui s'en est quand même dédié plus récemment en disant non, en fait, tout ça c'est bidon. Et c'est pas mal bidon, quoi. Et par contre, il a repris ça dans la psychologie évolutionniste et ça continue en fait plus ou moins sur un lignée. Et l'autre terme qui est donc ça c'est problématique de pouvoir dire est-ce que de faire le lien entre un comportement et des gènes qui seraient soumis à la sélection naturelle. L'autre grand problème, c'est que quand on dit, voilà, notre esprit et notre corps sont adaptés à ceux des chasseurs-cueilleurs pendant des millions d'années, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Quel était donc le comportement des chasseurs-cueilleurs pendant des millions d'années ? Et là, dans ce qu'on lit, par exemple, chez Harari, ou chez Boller, ou chez Ripoll, ou chez Bronner, ce sont des choses extrêmement simples et simplistes, qui sont totalement remplies de préjugés. Il y a notamment cette idée d'un environnement hostile où les ressources seraient rares.
Harari va dire voilà, les espèces dominantes sont généralement majestueuses et puissantes, et l'humain était complètement insignifiant et en danger par rapport à des bêtes sauvages, et donc il devait très certainement avoir peur, et donc il a vu cette nature craintive, etc., donc un peu violente, où il manque tout le temps de ressources, il a tout le temps faim, donc dès qu'il trouve une ressource de nourriture, il va se gaver, il va en manger plein, donc il n'a jamais appris à se restreindre, etc. Et ça, c'est une anthropologie totalement fantasmée et fictive. Pareil, là, je renvoie à, à Fabien Brahini sur son blog, qui parle du mythe de l'homme nu, et qui est très ancien, parce que ça renvoie au Protagoras de Platon sur voilà, l'humain est né sans aucune protection, il est faible, etc. Et il dit en fait, même avant la maîtrise du feu, même avant la maîtrise des outils, l'humain, il avait des capacités d'adaptation, notamment de sudation, qui lui permettaient de courir en pleine chaleur, qui lui donnait le potentiel de tuer des bêtes sauvages extrêmement facile. Donc, il n'était pas si inadapté que ça. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, on connaît très peu, il y a très peu de traces sur les modes sociaux de ces sociétés. Et la généralisation et dire que c'est une seule, qu'un type de société un peu générale, très certainement pas. C'est-à-dire, quand on voit déjà, alors souvent ce qui est fait, c'est d'utiliser les sociétés non occidentales contemporaines, ou en tout cas qui ont été étudiées à partir dans les siècles récents, quand il y a peu d'influence occidentale, en disant est-ce que ce sont des fossiles de l'époque pré-néolithique, par exemple. Et ça, c'est extrêmement contestable, en fait. En revanche, l'étude de ces sociétés, elle montre déjà une énorme diversité. Et c'est vrai que déjà les travaux de Marshall Salins ou de Pierre Clastres qui montrent qu'il y a des sociétés on va dire de chasseurs-cueilleurs, qui sont des sociétés d'abondance, où en fait, les personnes dans ces sociétés, typiquement, elles peuvent travailler en moyenne 3 heures par jour. Ça leur suffit pour voilà, les pratiques d'horticulture, de chasse, ça leur suffit pour avoir largement voir de quoi manger. Le reste du temps, elles ne vont pas travailler, elles ne vont pas chercher à accumuler, elles vont faire autre chose. Donc, déjà, on le voit dans ces sociétés non occidentales contemporaines, qu'il y a une diversité et que... C'est au Mexique, non? C'est surtout, je pense qu'il y en a eu au Mexique, ou c'est beaucoup étudié dans l'Amazonie, je pense chez Descola aussi, il y a beaucoup de choses dans ces études. Enfin, même je pense dans toutes les études de sociétés non occidentales, on voit une diversité des rapports à la nature, des rapports et qu'on n'est pas du tout dans ce schéma de peur, de manque. Donc en fait, là, on voit juste des projections extrêmement de personnes qui vivent dans notre société avec tous les préjugés, la façon de vivre, qui s'imaginent elles-mêmes dans cette forêt ayant peur et ayant du mal à se nourrir. On a l'impression que c'est ça l'anthropologie du café du commerce. Du coup, ça nous amène un petit peu vers la conclusion doucement. Si c'est pas ça le problème, quel est le problème? Alors, c'est pas que c'est pas le cerveau. Le cerveau, il aura sa place. C'est juste qu'on n'est pas capable d'avoir des connaissances qui nous permettent de dire en quoi il y aurait des limitations ou des choses dans le cerveau qui nous empêchent. Par exemple, Boller dit il n'y a pas de fonction stop dans nos désirs. Ça, j'ai pas vu de références scientifiques qui le disent. Si, quand les personnes qui n'ont pas de fonction stop, qui sont dans une boulimie, ce sont des pathologies. Au contraire, on a tous les fonctionnements pour limiter nos désirs. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'on n'a pas de connaissances à ce niveau-là. Et en revanche, il y a énormément d'autres analyses qui montrent les déterminismes historiques, politiques, sociologiques de la situation actuelle. Évidemment, je pense que pour avoir une vision non caricaturale, c'est toujours bien de se référer à l'ouvrage de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz sur l'événement anthropocène, où il montre en fait l'ensemble de discours possibles d'explication. Notamment, voilà, la question, c'est l'anthropocène, où est-ce que ça commence? Et il y a des discours, on va dire, voilà, c'est de tout temps, la nature humaine. Et par exemple, Christophe Bonneuil va dire,
Ouais, ça, c'est pas un discours qui est très riche. Oui, bien sûr, il y a dans la nature humaine, il y a certains traits humains qui, comme toute espèce, elle va utiliser, avoir une influence sur son environnement, et cetera. Peut-être qu'elle a certains traits de violence, certains traits, mais ça va pas expliquer la spécificité de ce qui se passe depuis 2 ou 3 siècles. Il y a d'autres types de discours, le rôle des guerres, le rôle des conflits, le Thanatocène. Il y a le rôle, évidemment, du capitalisme, qui est déjà un discours qui va dire beaucoup plus intéressant, qui va expliquer davantage de choses. La logique du capitalisme d'accumulation de toujours plus, qui est basée sur la croissance économique, alors là, on a quelque chose qui est forcément, qui a un rôle actuellement déterminant dans l'impasse dans laquelle on est. Mais on peut dire, oui, mais le capitalisme, il partage cette idée de croissance avec le communisme soviétique, ce qui est tout à fait correct, puisque tous les deux partagent l'idéologie du 19e siècle de maîtrise de la nature, et c'est le grand partage, nature-culture, etc., le mythe prométhéen. Donc on dira, c'est peut-être au niveau des idéologies, d'une partie de la pensée humaniste qui est responsable. Donc voilà, on peut avoir différents niveaux d'analyse. Tous ces niveaux, ils ne sont pas incompatibles, ils sont intéressants pour diversifier les niveaux de causalité. Et tout ça, il faut essayer de les prendre en charge. Et puis après, on peut voir aussi des responsabilités absolument directes, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs et des actrices présents, on pense aux promoteurs des énergies fossiles, qui ont des intérêts à court terme pour continuer à faire leur business et avoir des rapports de puissance, etc., etc. Ils sont là. On peut avoir certains, on peut avoir la pensée économiste orthodoxe qui justifie la croissance économique, qui justifie de toujours s'enrichir, etc. Donc, on a des responsabilités qu'on peut facilement identifier. Mais là, qu'est-ce qu'elles impliquent? C'est-à-dire que si on veut, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'action? Quand on met en avant ce type de responsabilité, ça implique un rôle politique, c'est-à-dire des luttes. C'est-à-dire qu'il y a des conflits d'intérêts, des rapports de pouvoir dans lesquels on s'engage avec des luttes. Quand on dit « Ah, c'est dans notre cerveau », il y a forcément un effet, c'est dans notre nature humaine, parce que ça, c'est vraiment le discours de nature humaine, on ne peut pas changer notre nature. Voilà, c'est très difficile. Et donc, ça déresponsabilise. C'est pas la faute du méchant capitaliste qui veut toujours plus d'argent, parce qu'en fait, lui-même, il est déterminé par son cerveau, par sa fonction de vouloir toujours plus. Je caricature un peu, mais en fait, ça amène à ça. Et ça amène aussi à ces discours de dire si c'est la nature humaine et qui amène ça, la nature humaine, elle est mauvaise. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un mythe récurrent dans la pensée contemporaine, cette idée de nature humaine. Donc, soit elle va amener à son autodestruction avec des discours assumés comme pessimistes, y compris chez certains écologistes qui disent le mieux, c'est que la nature humaine disparaisse, que l'humain disparaisse, ce sera mieux pour la nature. Hein. Ce qui amène à des discours très anti-humanistes, ou, comme on voit chez Harari, voilà, c'est au transhumanisme, donc il faut une autre nature humaine. Mais ça, c'est sur une idée, une caricature de la nature humaine. La nature humaine, elle n'est pas du tout comme ça. Enfin, elle n'est pas comme ça, je ne saurais pas la définir, mais surtout pas. Mais en tout cas, tout discours qui renvoie à qui pense avoir décrit une nature humaine va être forcément réductionniste. Mais est-ce que c'est pas là une raison aussi du succès de cette thèse? C'est que, OK, si c'est la nature humaine, bon, moi, je peux rien y faire, donc je change pas. Oui, il y a ça. Il y a des possibilités, il y a des choses à trouver. Après, Bowler, peut-être encore plus Ripoll, vont s'en défendre. Ils vont et même Gérald Bronner, et dans un discours assez classique, d'autres personnes qu'on cite vont dire il faut comprendre la nature humaine mauvaise, l'accepter pour la changer. Voilà, c'est un peu dans une tradition un peu catholique, je pense, hein, de dire, voilà, de reconnaître la chute originale, le péché, etc. Enfin, il y a une grande tradition de ça. Et on pointe aussi dans le chapitre, en fait, il y a une littérature extrêmement intéressante sur les pensées de la nature humaine qui renvoie à ça. Et moi, il y a 2 ouvrages que je vais recommander. Là, il y en a un qui s'appelle Le cerveau reptilien de Sébastien Lemerle, hein, qui
dont le sous-titre, c'est « Sur la popularité d'une erreur scientifique », qui montre comment il y a ce discours dans l'après-guerre d'un déterminisme dû à un cerveau ancien, qui rappelle beaucoup de choses dont on a parlé, en fait, trouvent beaucoup leur origine là-dedans. Et ça, c'est extrêmement populaire encore aujourd'hui, y compris c'est passé dans les médias et dans la psychologie populaire, folk psychology. Et il y a un autre ouvrage qui, lui, est en anglais, que cite aussi beaucoup Sébastien Lemerle, qui est aussi passionnant. C'est par Erika Loren Milam, qui se cite aussi dans le chapitre. Ça s'appelle « Creatures of Cain, The Hunt for Human Nature in Cold War America », donc la recherche, la chasse à la nature humaine dans l'Amérique d'après-guerre, et qui est absolument passionnant, qui montre comment il y a cette théorie de l'humain comme spécifique, que la violence serait spécifique de l'humain, a eu son heure de gloire à un moment, et toujours dans cette idée de comprendre la nature humaine, et à chaque fois, ça s'inscrit dans des pensées idéologiques, dans une culture, etc., et c'est réductionniste, mais ça explique aussi pourquoi aussi ces discours sont tellement de force actuellement, parce qu'ils sont dans un imaginaire populaire, culturel, qui nous est très familier. Merci beaucoup, Jean-Michel Huppé. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, au studio 1212 pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.